Je me souviens de l'époque, il n'y a pas si longtemps, où notre vie, celle d'Élodie et la mienne, ressemblait à l'une de ces petites aquarelles parfaites que l'on encadre et que l'on accroche au mur, un paysage apaisant où chaque couleur se fondait dans l'autre avec une harmonie presque surnaturelle. J'avais 43 ans à l'époque, l'âge où l'on est censé avoir posé les jalons de son existence, avoir construit un nid douillet et regarder l'avenir avec une certaine sérénité, ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous vivions dans une modeste maison de banlieue, pas flamboyante, mais la nôtre, acquise avec des années de travail acharné et de sacrifices silencieux. Chaque brique de ce foyer portait le poids de nos espoirs, chaque fissure dans le crépi racontait une bataille remportée contre le temps et les contraintes. J'étais issu d'un milieu où l'on apprenait à compter chaque sou, à ne jamais rien tenir pour acquis, et j'avais porté cette éthique dans notre vie de couple, pensant que la résilience et l'effort commun seraient nos plus fidèles alliés. Notre quotidien était tissé de ces rituels simples qui, mis bout à bout, construisent l'échafaudage d'une vie. Le réveil, invariablement à 6h30, le parfum du café frais qui s'échappait de la machine et se répandait dans la cuisine, les quelques mots échangés à voix basse pour ne pas briser la quiétude naissante du matin. Élodie et moi partagions ce petit déjeuner, souvent en silence, chacun plongé dans ses pensées avant d'affronter la journée, mais c'était un silence confortable, plein d'une complicité que je pensais indéfectible. Je prenais la même route chaque matin pour me rendre à mon travail, un emploi stable mais sans fioritures, celui qui nous permettait de payer les factures, de mettre un peu d'argent de côté pour les imprévus, pour ces rêves de vacances lointaines que nous feuilletions parfois dans des catalogues, un soir d'hiver, emmitouflés sous un plaid. Ces petits moments, ces parenthèses fugaces, étaient nos petites joies, des phares dans la grisaille parfois pesante de l'existence. On peut se demander comment ces choses si banales peuvent être si précieuses, mais n'est-ce pas dans la simplicité que l'on trouve le plus grand des réconforts? Pourtant, cette toile de notre vie, si soigneusement peinte, n'était pas à l'abri des vents contraires. La société autour de nous nous dictait constamment l'impératif de réussir, de toujours faire plus, d'avoir plus. Les difficultés financières, même modestes, étaient une menace latente, un serpent qui se levait parfois dans le creux de nos nuits, nous rappelant la fragilité de notre équilibre. Le coût de la vie augmentait sans cesse, les salaires stagnaient, et cette pression constante, cette course effrénée à laquelle nous étions tous enrôlés, commençait à peser sur nos épaules, sur nos conversations, sur l'énergie que nous pouvions consacrer à notre couple. Je me souviens de dîners où les discussions tournaient inévitablement autour des factures, des réparations urgentes à la maison, des projets reportés faute de moyens. Élodie, avec son sourire habituellement si lumineux, arborait parfois une ombre de préoccupation, un voile fugace qui me serrait le cœur. C'étaient les problèmes de tout le monde, me disais-je, des problèmes qui renforçaient le lien plutôt qu'ils ne le distendaient, des épreuves que nous traversions ensemble, comme tant d'autres couples autour de nous, n'est-ce pas là le destin de la plupart des gens, de lutter pour maintenir la tête hors de l'eau? Mais au fond, sous cette toile d'apparente perfection, j'avais commencé à percevoir de minuscules déchirures, des dissonances imperceptibles qui troublaient la mélodie de nos jours. Ce n'étaient pas des éclairs ou des coups de tonnerre, non, rien d'aussi dramatique. C'était plus subtil, comme un tableau où la lumière commencerait à changer, où les couleurs perdraient un peu de leur éclat sans qu'on puisse vraiment dire pourquoi. Un regard qui se dérobait un peu plus souvent, un rire qui sonnait un peu moins franc, un silence qui s'étirait au-delà de ce qu'il était confortable. Je me souviens d'Élodie, absorbée par son téléphone tard le soir, ses doigts glissant sur l'écran avec une application que je ne connaissais pas, une concentration intense qui excluait le monde, et moi, je restais là, à côté d'elle, à lire mon livre, une question muette dans le regard, que je n'osais pas formuler. Ces petites décisions, ces légers signaux d'alerte, étaient comme des brises tièdes qui annoncent un changement de temps, mais que l'on ignore, trop occupé à profiter du soleil. Ces changements étaient des ombres fugaces, des signes que mon cœur, trop confiant dans la solidité de nos fondations, choisissait d'ignorer, ou de minimiser avec une persévérance aveugle. On se dit que c'est le stress, la fatigue, la routine qui nous ronge un peu, jamais que cela pourrait être le début de la fin. On se persuade que l'amour est un bouclier infranchissable, capable de repousser toutes les flèches, même celles qui viennent de l'intérieur. Je me souviens d'avoir repensé à ces moments où elle répondait par monosyllabes, où elle paraissait ailleurs pendant que je lui racontais ma journée, et j'attribuais ça à sa propre fatigue, à ses propres soucis. Je me disais que l'amour était aussi fait de ces passages à vide, de ces moments où l'on se sent moins connecté, n'est-ce pas? On mettait cela sur le compte de nos carrières exigeantes, des nuits trop courtes, de la pression pour maintenir le cap dans une mer parfois déchaînée. J'étais comme un marin qui verrait des nuages s'amonceler à l'horizon, des nuages annonciateurs d'un orage imminent, mais qui, par habitude et par l'envie tenace de croire à un ciel éternellement clément, refuserait d'y prêter attention,
de hisser les voiles ou de rentrer au port. Mon cœur était un fortin, oui, mais ces murs étaient faits de certitudes que je n'avais jamais remises en question, des certitudes qui, en réalité, étaient devenues des œillères. Je me raccrochais à l'idée que notre amour, construit sur tant d'années, sur tant d'épreuves surmontées, était invulnérable. C'était une conviction profonde, une encre jetée dans un océan d'incertitude. Et puis, il y avait cette peur sourde et inavouable de l'inconnu, de ce que ces signes pourraient réellement signifier. Il est tellement plus facile de se bercer d'illusions, de s'accrocher à l'image que l'on a construite, plutôt que de faire face à la vérité brute, de regarder la fissure grandir sur le mur porteur de notre existence. J'étais un expert en rationalisation, un maître dans l'art de trouver des excuses pour chaque décalage, chaque froideur inattendue. Était-ce de la lâcheté? Ou simplement l'instinct humain de préserver ce qui nous est cher, même si cela implique de se voiler la face? Mon esprit filtrait les informations, ne retenant que ce qui confortait mon récit d'une vie harmonieuse, ignorant sciemment tout ce qui aurait pu le contredire. Et en rétrospective, je me demande, te reconnais-tu dans cette cécité volontaire? Cette incapacité à voir ce qui est évident pour tout le monde sauf pour celui qui vit l'histoire, cette force étrange qui nous pousse à nous mentir à nous-mêmes pour prolonger un peu plus longtemps une illusion confortable? La réponse est souvent oui, car personne ne veut que son monde s'effondre. Le murmure apaisant de nos vies, jadis une symphonie intime où chaque mot d'Élodie trouvait un écho dans mon cœur, commença à s'étioler, peu à peu, comme la lumière du crépuscule. Je me souviens des dîners où nos voix se mêlaient au cliquetis des fourchettes, des histoires de nos journées, des projets pour l'avenir, des rires spontanés qui éclataient pour un rien. C'était le tissu même de notre quotidien, un drap chaud et réconfortant dans lequel nous nous enroulions chaque soir, partageant le poids et la légèreté de l'existence. Mais insidieusement, presque imperceptiblement, cette trame s'est effilochée. Les rires se sont faits plus rares, les histoires plus brèves, et les projets ne semblaient plus être les nôtres, mais des horizons distincts que nous regardions chacun de notre côté, à travers une vitre opaque. Nos conversations, jadis de vastes rivières où nos pensées naviguaient avec une fluidité naturelle, s'étaient réduites à de maigres filets d'eau, des ruisseaux asséchés par une sécheresse qui ne disait pas son nom. Le lit de notre intimité craquait sous le poids des non-dits, et le silence, ce silence autrefois complice, s'était transformé en un gouffre béant, avalant nos mots avant même qu'ils n'atteignent nos lèvres. Je la voyais, assise en face de moi, la lumière bleue de l'écran projetant une étrange lueur sur son visage, une sorte de masque numérique qui obscurcissait les traits que je connaissais par cœur. Son pouce glissait, rapide et régulier, sur la surface lisse, et ses yeux qui autrefois se posaient sur moi avec une tendresse infinie, étaient désormais rivés à cet objet froid et lumineux. J'essayais de l'interpeller, un simple « ça a été ta journée, mon amour » ou un « tu penses à quoi ?» mais ma voix semblait se perdre dans le vide, ou être absorbée par le champ de force invisible qui la liait à son appareil. Elle levait parfois le regard, un instant fugace, un clignement des paupières teintées d'une politesse vide, sans vraiment me voir, comme une photo prise trop vite, un cliché flou, avant de replonger dans l'abîme virtuel. C'était un navire sans boussole, oui, mais un navire qui s'éloignait de mon rivage, dérive après dérive, sans jamais signaler de retour. Et moi, je restais là, sur le quai, à guetter un signe, une étincelle de reconnaissance dans ses pupilles, une invitation à la rejoindre sur sa mer inconnue, mais il n'y avait rien, qu'une immense étendue d'eau salée et silencieuse entre nous, une distance infranchissable qui me glaçait jusqu'aux os. Connais-tu ce sentiment où tu sens une présence physique à tes côtés, l'odeur de son parfum, le son de sa respiration, et en même temps une absence déchirante de son âme, comme si elle était devenue un fantôme dans sa propre vie? Ces petits riens, comme je les appelais, s'accumulaient au fil des semaines, des mois. Un dîner que j'avais préparé avec soin, dégusté dans un silence pesant, Élodie perdue dans ses pensées ou absorbée par son téléphone, ma tentative de raconter une anecdote amusante du travail tombant à plat, sans même un sourire. Un samedi après-midi où, au lieu de notre promenade habituelle main dans le parc, elle avait choisi de rester cloîtrée dans sa bulle numérique, prétextant une fatigue soudaine. Puis il y eut ces absences, des sorties dont les explications étaient vagues, des retours tardifs avec des excuses qui sonnaient creux, des silences quand je posais des questions anodines sur sa journée. Les avec qui, et les où exactement, que j'osais à peine prononcer, de peur de briser l'équilibre fragile qui nous restait, ou d'entendre une réponse que je ne voulais pas. Et ces mots non dits. Oh, ces mots que nous n'échangions plus. Les marques d'affection qui se raréfiaient, les compliments oubliés, les confidences tues. Les phrases qui restaient bloquées dans ma gorge, des déclarations d'amour que je n'osais plus faire, des peurs que je n'osais plus partager.
Était-ce la peur de la rejeter qui me faisait taire, ou la crainte de ne plus trouver d'écho en elle? Ces silences, ces regards fuyants, ces heures passées dans le creux d'un écran, ces demi-vérités qui flottaient dans l'air, n'étaient au début que de minuscules fissures, des gouttelettes de méfiance qui s'infiltraient dans le ciment de notre amour, avec une patience diabolique. C'était comme une fuite invisible dans les fondations d'une maison que l'on croit solide. On ne la voit pas immédiatement. On ne la sent pas. Mais l'humidité, goutte après goutte, s'insinue, ronge, dilue la force des matériaux. Au début, on se dit que c'est l'usure du temps, la normalité d'une vie à deux. On met un peu de peinture par-dessus, on arrange le décor, on fait semblant que tout va bien. On rationalise, on minimise. Elle est juste stressée par le travail, je suis peut-être trop sensible en ce moment, la passion s'estompe après tant d'années, c'est normal, non? Des prétextes que je me répétais comme une litanie, un mantra pour apaiser l'angoisse grandissante. Mais l'eau continue son chemin, traître et silencieuse, creusant son sillon, jusqu'à ce que la roche même commence à s'effriter, à se dissoudre sous la pression constante. Je commençais à ressentir cette fragilité insoupçonnée, cette altération sourde de la matière même de notre relation. Chaque petit mensonge par omission, chaque demi-vérité qu'elle laissait flotter dans l'air, chaque excuse bancale pour une sortie imprévue, c'était une de ces gouttelettes. Elle ne faisait pas de bruit, n'éclaboussait pas, mais elle sapait, lentement, la confiance que j'avais bâtie pierre par pierre, jour après jour, à ses côtés. Qu'aurais-tu fait face à ces signaux d'alerte à peine audibles, ces murmures de l'intuition que la raison s'acharne à faire taire, ces petits cailloux dans la chaussure que tu t'efforces d'ignorer pour ne pas gâcher la marche? J'essayais de les balayer, de toutes mes forces, comme on chasse les poussières sous le tapis pour ne pas avoir à nettoyer la pièce entière. Je me convainquais que ce n'était que la routine qui s'installait, ce monstre silencieux qui dévore la nouveauté et l'excitation des débuts. Je me persuadais que les soucis du quotidien, la pression financière, les attentes de la société que nous avions tant travaillé à satisfaire, pesaient simplement plus lourd sur ses épaules et sur les miennes. Nous sommes fatigués, c'est tout, me disais-je. Nous avons juste besoin de temps pour nous, d'une escapade, d'un nouveau souffle. Je voulais croire que notre amour était un chêne solide, capable de résister à toutes les tempêtes, et que ces fissures n'étaient que des écorchures superficielles. Je m'accrochais à l'image que nous avions construite, l'image de ce couple parfait aux yeux de nos amis, de nos familles. Je craignais par-dessus tout de devoir un jour admettre que cette image était un mirage, une façade fragile qui masquait un vide grandissant. Je refoulais les doutes, les transformant en paranoïa ridicule, en jalousie infondée, en mauvaise pensée que je chassais aussitôt qu'elle surgissait. N'est-ce pas ce que nous faisons tous, au fond, quand la vérité est trop dure à regarder en face? Mais au fond, sous cette carapace de rationalisation et de déni, une voix viscérale et gutturale, une sirène lointaine, avait commencé à hurler. D'abord un faible écho, perdu dans le brouhaha de mes propres justifications, elle s'était amplifiée, devenant plus insistante, plus déchirante, plus audible. Elle résonnait dans le vide des silences, s'immisçait dans la torpeur de mes nuits, me réveillant en sursaut avec un serrement à l'estomac, une sensation de froid intense qui irradiait depuis le plexus solaire. C'était une alarme qui ne sonnait pas pour un incendie visible, mais pour un feu couvant, insidieux, menaçant de consumer tout ce que j'avais de plus cher, tout ce que j'avais bâti avec tant d'amour et de persévérance. Je la sentais se rapprocher inexorablement, ce hurlement primal de l'instinct qui tentait de percer le voile de l'illusion que je m'étais tissé. Chaque fois que je parvenais à étouffer cette voix, à la noyer sous un flot de prétextes et de désirs aveugles, elle revenait, plus forte, plus claire, porteuse d'une vérité que mon esprit refusait encore d'affronter. C'était une lutte intérieure constante, un combat silencieux entre l'espoir aveugle et la réalité grandissante, entre le désir ardent de croire et la froide évidence qui commençait à geler les contours de mon âme. Mes mains tremblaient parfois sans raison, mon appétit s'était envolé, et un nuage gris semblait flotter en permanence au-dessus de ma tête, même par les jours les plus ensoleillés. Et je savais, au plus profond de moi, que ce son, cette sirène, annonçait l'arrivée d'une catastrophe que je ne pouvais plus ignorer très longtemps. La toile que nous avions peinte ensemble, si parfaite en apparence, était déjà en lambeaux, prête à se déchirer complètement au moindre coup de vent. Le point culminant, celui qui a brisé le miroir de notre vie et révélé l'abîme sous nos pieds, ce fut cette soirée. Une soirée banale, organisée par des collègues d'Élodie, un de ces événements mondains que nous fréquentions par obligation plus que par plaisir. Je me souviens de ma réticence à y aller, cette fatigue lancinante qui m'habitait, cette impression d'être un funambule avançant sur un fil toujours plus mince. Élodie, elle, avait insisté, disant que cela nous ferait du bien,
que nous avions besoin de « souffler », de « nous amuser un peu ». Ces mots résonnaient étrangement creux, comme une coquille vide jetée sur une plage. Avais-je déjà senti, à ce moment-là, que cette soirée serait différente? Que ce ne serait pas une simple parenthèse, mais un marqueur indélébile? Peut-être, mais j'avais étouffé cette intuition, la reléguant au rang de simple anxiété passagère, comme on balaie la poussière sous le tapis. N'avons-nous pas tous, à un moment ou à un autre, cette capacité effrayante à ignorer les avertissements que notre propre âme nous envoie? Nous sommes arrivés, la musique était déjà assourdissante, un mélange de rythmes modernes et de vieux tubes pop, créant une cacophonie joyeuse qui me donnait déjà mal à la tête. L'endroit était un de ces bars branchés du centre-ville, avec des lumières tamisées, presque trop intimes, et une foule dense, compacte, qui se déplaçait comme un banc de poissons argentés. L'air était lourd, saturé d'odeurs de parfums bon marché, d'alcool et de sueur, un mélange entêtant qui me montait à la gorge. J'ai vu Élodie s'illuminer d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Ce n'était pas son sourire habituel, réservé, un peu contraint. C'était un éclat, une étincelle de vie qui traversait son regard et se posait sur le monde autour d'elle, vibrant d'une énergie nouvelle. J'ai d'abord pensé que c'était le simple effet de la fête, la magie éphémère de la musique et de la compagnie, une illusion de bonheur qui nous enveloppait tous. J'ai même ressenti une pointe d'espoir, naïvement, pensant que peut-être, ce soir, quelque chose pourrait renaître entre nous. J'ai tenté de la prendre par la main, mais elle a glissé la sienne, prétextant aller chercher un verre, un mouvement fugace mais d'une précision chirurgicale, comme si ma main était un obstacle qu'il fallait contourner. Je me suis retrouvé seul, un peu perdu dans ce bal masqué de nos émotions refoulées. Les visages des gens défilaient devant moi, des rires fusaient, des conversations s'entremêlaient, créant un brouhaha indistinct. La musique, qui au début me semblait juste forte, commençait à résonner dans ma poitrine, une pulsation lancinante qui s'accordait étrangement avec l'anxiété qui montait en moi. J'ai cherché Élodie du regard, la silhouette fine de sa robe, le mouvement de ses cheveux châtains. Je l'ai aperçue, au loin, près de la piste de danse, entourée de quelques personnes que je ne connaissais pas. Elle riait, la tête légèrement penchée en arrière, et cette image, d'une banalité apparente, m'a transpercé. Ce rire, je ne l'avais pas entendu, ou si peu, depuis des mois. C'était un rire libre, sans retenue, un rire qui ne m'était plus destiné. Une petite piqûre, sans gravité, me suis-je dit. Juste une soirée, une ambiance, rien de plus. Mais une voix, cette même sirène lointaine dont je vous parlais, commençait à s'amplifier, ses cris perçants déchirant le tissu de mes auto-illusions. Puis, la musique a changé. Un rythme plus lent, plus sensuel, a remplacé les pulsations rapides. Les lumières sont devenues encore plus intimes, peignant la scène de teintes bleues et violettes. J'ai vu la foule se disperser un peu, laissant un espace pour ceux qui osaient se rapprocher. Et c'est là, dans cet espace soudainement mis en lumière, que mes yeux l'ont trouvée. Mon Élodie. Mais elle n'était plus seule. Un homme, que je n'avais jamais vu auparavant, grand, brun, avec un sourire que j'ai trouvé trop assuré, l'a invité à danser. J'ai vu son hésitation, un instant fugace, puis elle a souri. Un sourire qui, cette fois, n'était pas pour moi, mais pour lui. Un sourire teinté d'une complicité que je n'avais plus reçue depuis des lustres. Mon sang s'est glacé. Mon cœur, qui quelques instants plus tôt battait au rythme de la musique, a cessé de répondre. Un coup de marteau. Le premier. Ils se sont avancés sur la piste, leurs mains se sont rejointes. Je n'arrivais pas à respirer. La pièce entière a commencé à vaciller, comme si les murs se resserraient autour de moi, étouffant l'air. Le monde extérieur s'est estompé, et il ne restait plus que mes yeux rivés sur leur danse, une danse macabre où chaque pas de mon épouse avec cet inconnu était un poignard qui s'enfonçait un peu plus profondément en moi. Leur corps se mouvait avec une aisance déconcertante. Leurs regards se croisaient, se cherchaient, s'attardaient. Elle riait. Encore. Ce rire clair et insouciant qu'elle lui offrait sans réserve. Ce rire était une déchirure. Une autre. Comme une toile de maître que l'on lacère devant mes yeux, avec la même indifférence que celle avec laquelle on jette un vieux chiffon. Leurs mains. La sienne posée sur sa taille, la sienne délicatement posée sur son épaule. Les doigts de l'homme qui effleurait sa peau, un contact fugitif mais chargé d'une intimité que je connaissais si bien. Trop bien. Je sentais la brûlure, la marque invisible laissée par ce toucher. Élodie se laissait porter, ses yeux pétillants,
ses cheveux caressant son épaule à chaque mouvement de tête. Elle semblait flotter, légère, abandonnée à l'instant, à la musique, et à cet homme. À ce parfait inconnu qui, en quelques minutes, avait volé le sourire que je m'étais évertué à retrouver sur ses lèvres pendant des mois. Était-ce une illusion? Un mauvais rêve dû à la fatigue, à l'alcool que je n'avais pas bu? J'ai cligné des yeux, espérant qu'à la seconde où je les rouvrirais, elle serait à nouveau à mes côtés, me reprochant mon absence de la piste, ou cherchant ma main dans la foule. Mais non. Ils étaient toujours là. Toujours ensemble. Leurs corps s'éloignaient puis se rapprochaient, se frôlaient, créant une bulle impénétrable autour d'eux. Les autres danseurs, les rires environnants, le brouhaha de la fête, tout cela s'était transformé en un murmure lointain, un bruit de fond insignifiant. J'étais une statue invisible, figée, incapable de bouger, incapable de respirer. Une ombre floue dans le décor, un fantôme de mon propre mariage. Connais-tu ce sentiment où tu es là, physiquement présent, mais où tout autour de toi te hurle que tu n'existes plus, que tu as été effacé de l'équation? C'est une douleur étrange, sourde, qui ne se manifeste pas par une crampe ou une brûlure, mais par un vide béant dans la poitrine, comme si ton âme avait été aspirée hors de ton corps. Je revoyais nos débuts, nos premières danses. Les fêtes entre amis, la tendresse de ses mains dans les miennes, la légèreté de son rire quand je la faisais tourner. Nous étions jeunes, insouciants, convaincus que notre amour était gravé dans le marbre. Aujourd'hui, je me tenais là, observateur impuissant de notre propre effondrement, le marbre s'effritant en poussière devant mes yeux. Les promesses murmurées, les projets échafaudés, les rêves partagés, tout était pulvérisé à chaque mouvement gracieux de mon Élodie avec cet homme. Chaque rire qu'elle lui offrait, chaque regard complice, chaque rapprochement de leur corps, n'était pas seulement un acte de trahison, mais la démolition méthodique de tout ce que nous avions construit, brique par brique, avec tant d'efforts et d'espoir. Le temps s'est dilaté, s'étirant à l'infini. Ce qui n'était probablement que quelques minutes m'a semblé être une éternité. Je les ai vus ralentir, leur visage encore plus proche. L'homme lui a murmuré quelque chose à l'oreille, et elle a ri, ce rire cristallin, avant de lui répondre, son visage légèrement rougi par l'émotion, ou peut-être par le vin. C'était trop. C'était le coup de trop. Le marteau avait frappé la dernière fois, et le verre, déjà fissuré par des années de silence et de doute, s'est brisé en 1000 morceaux. Le son n'était pas un fracas assourdissant, mais un silence assourdissant, un son intérieur qui engloutissait tout le reste. À cet instant précis, j'ai compris. Non pas que le problème était là, devant moi, mais que le problème était là. Toutes les petites déchirures, les dissonances, les silences, les fuites de regard, les excuses pour les absences, la distance qui s'était creusée entre nous, tout cela prenait un sens macabre. Ce n'était pas le stress, pas la routine, pas les soucis du quotidien. C'était elle. Et c'était lui. C'était une trahison. Une trahison non pas des corps, pas encore du moins, mais une trahison du cœur, de l'âme, de cette intimité sacrée qui n'appartenait qu'à nous. Je l'ai vu, mon Élodie, danser avec lui comme si j'étais invisible. Et c'est ce qui m'a le plus blessé, cette indifférence totale à ma présence, cette capacité à m'effacer de son monde comme si je n'avais jamais existé. Une faille abyssale s'est ouverte sous mes pieds. Je pouvais sentir le vide, le gouffre béant. Le sol, solide quelques instants plus tôt, s'était dérobé. Le vertige était immense, et avec lui, une certitude froide et implacable, quelque chose d'irréversible venait de se briser en moi. Non pas juste entre nous, mais en astérisque moi astérisque. Une part de mon être, de ma confiance, de ma vision du monde, de mon avenir, venait de s'effondrer. Plus rien ne serait jamais comme avant. Cette phrase, je l'ai sentie s'inscrire en lettres de feu dans mon esprit, marquant la fin d'une époque, la mort d'une illusion. Je n'étais plus un mari, plus un amant, plus un complice. J'étais un étranger, le spectateur d'un drame dont j'étais pourtant le protagoniste oublié. Et je savais, avec la même clarté effrayante avec laquelle on voit le soleil se lever, que cette nuit, cette danse, ce sourire offert à un autre, avait scellé notre destin. J'ai fui, oui, j'ai fui. Ce n'était pas un acte de courage, ni même un acte de colère calculée. C'était une reptation instinctive, la fuite désespérée d'un animal blessé qui cherche à se cacher pour mourir loin des regards. Le sang battait à mes tempes, si fort que chaque pulsation résonnait comme un tambour de guerre dans le vide assourdissant de ma tête. Mes jambes, je ne savais pas comment elles me portaient. Elles avançaient,
s'éloignant de la musique assourdissante, des lumières stroboscopiques, des rires joyeux qui, une seconde auparavant, m'avaient semblé si innocents, et qui désormais, dansaient avec la cruauté d'une moquerie. Que aurais-tu fait à ma place? Serais-tu resté, figé, à regarder le spectacle de ton propre anéantissement, ou aurais-tu, toi aussi, senti cette poussée irrépressible, ce besoin vital de te soustraire à l'horreur? Je me souviens des pavés sous mes chaussures, de la fraîcheur piquante de la nuit qui n'a pas suffi à éteindre le brasier qui me consumait de l'intérieur. L'air que je respirais était épais, poisseux, comme si l'oxygène avait été aspiré de l'atmosphère, laissant derrière lui le vide de ma propre existence. J'ai marché sans but précis, les yeux rivés sur le sol, refusant de lever le regard vers le ciel étoilé qui, d'ordinaire, m'apaisait. Non, ce soir-là, même les étoiles semblaient conspirer, leur scintillement lointain se transformant en autant de regards curieux et moqueurs. Ma dignité, ou ce qu'il en restait, était un lambeau déchiré, flottant derrière moi comme une bannière de défaite. Chaque pas me découpait un peu plus du monde, me jetant dans une solitude vertigineuse et inédite, une solitude que je n'avais jamais connue, même dans mes moments les plus intimes, car elle était désormais totale, absolue, sans espoir d'un retour en arrière. C'était le silence d'après la déflagration, le souffle coupé, l'incrédulité qui se mêlait à la douleur aiguë, une douleur qui ne me lâcherait plus. Le retour à la maison fut un chemin de croix. Les rues, que j'empruntais d'habitude avec un mélange de lassitude et de satisfaction tranquille, s'étiraient à l'infini, comme un tapis roulant défectueux qui refuse d'avancer. Chaque lampadaire était un témoin muet de ma détresse, projetant mon ombre allongée, déformée, grotesque. J'ai ouvert la porte de notre maison, notre havre de paix, celle où nous avions construit tant de souvenirs, tant de projets, tant de rires qui résonnaient encore dans ses murs. Mais ce soir-là, il n'y avait que le vide, un vide assourdissant qui se nourrissait du silence des pièces, de l'absence du moindre signe de vie. Les objets familiers, les photos accrochées au mur, les bibelots posés sur les étagères, tout me renvoyait à une vie passée, à une illusion de bonheur qui venait de s'écrouler. Notre salon, d'ordinaire si chaleureux, se transforma en un mausolée de nos espérances, chaque coussin sur le canapé, chaque livre sur la table basse, des reliques d'un amour défunt. La solitude est entrée avec moi, elle s'est installée sur le canapé, m'a enveloppé de ses bras froids et pesants. Elle était ma seule compagne, une couverture épaisse de désespoir qui m'enveloppait jour et nuit, m'étouffant sous son poids écrasant. Sais-tu ce que c'est que de se sentir si seul au milieu de la foule? Oui, mais plus encore, de se sentir si seul dans le sanctuaire de son propre foyer? Les nuits étaient les pires. Le sommeil, ce vieil ami fidèle, m'a déserté, le laissant seul face aux fantômes de notre passé. Chaque image d'Élodie, chaque fragment de souvenir heureux, revenait me hanter avec une cruauté inouïe. Le souvenir de son rire résonnait comme une dissonance stridente, le parfum de sa peau que je connaissais par cœur était une torture olfactive, chaque mélodie que nous aimions était une lame qui transperçait mon cœur. Je cherchais des réponses, des explications, des raisons, mais il n'y avait que le silence. Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Était-ce moi, mes doutes, mes peurs, ma routine, cette vie trop ordinaire que je lui offrais? La société, l'argent, cette pression constante que nous avions tous les deux ressentie, l'avait-elle consumée de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle ne reconnaisse plus celle qu'elle était, ou celle que nous étions ensemble? Je me débattais avec les pourquoi et les si seulement, ces questions sans fin qui tourbillonnaient dans mon esprit comme un essaim d'abeilles enragées, piquant chaque parcelle de mon être. Les premiers jours, les premières semaines, furent une plongée dans un abîme de souffrance. Chaque matin, le réveil était une agonie. Le poids de la réalité s'abattait sur moi avec la force d'un marteau-piqueur. Le goût de la nourriture m'avait abandonné, et chaque repas était un simulacre, une tentative vaine de nourrir un corps vidé de son âme. Mon miroir me renvoyait l'image d'un étranger, les yeux creusés, le visage émacié, une ombre de l'homme que j'avais été. Je me cachais, évitant les amis, les collègues, ne pouvant supporter le poids de leurs regards compatissants ou, pire, leurs questions maladroites. Le monde continuait de tourner, indifférent à mon effondrement, et cette indifférence était une blessure supplémentaire. Mon travail, ma bouée de sauvetage habituelle, est devenue un fardeau, chaque tâche une montagne insurmontable, ma concentration s'étant envolée comme un oiseau apeuré. Les dettes, les échéances, les factures qui s'amoncelaient sur la table basse semblaient vouloir m'achever, me rappelant que même dans la douleur, la vie matérielle ne s'arrête jamais, elle ne fait aucune pause. Mais au milieu de ce chaos, de cette désolation intérieure, une petite étincelle, infime et vacillante, a commencé à luire.
Une résilience inattendue, un instinct de survie profondément ancré, a commencé à poindre. Il y a eu ce matin où, en me levant, j'ai ressenti un infime sursaut d'agacement face à ma propre apathie, à cette image de défaite que je renvoyais. Un minuscule non s'est formé dans ma gorge, un rejet de cette vie que je n'avais pas choisie, de cette souffrance qui menaçait de me consumer. Connais-tu ce sentiment où, même au fond du gouffre, une force obscure te pousse à t'accrocher à la moindre racine, à la moindre aspérité pour ne pas sombrer tout à fait? Pour moi, c'était un mélange de colère et de fierté blessée. J'avais travaillé si dur pour tout ce que j'avais construit, et même si la base s'était effondrée, les fondations, ma propre essence, restaient là, enfouies mais intactes. Alors, j'ai commencé à ramasser les fragments de mon existence, un par un, comme on assemble les morceaux brisés d'un vase précieux. Ce chemin, semé d'épines et de larmes, m'a appris la résilience. J'ai appris à respirer à nouveau, à marcher sans que le poids de mon passé ne me tire vers le sol. J'ai réappris à apprécier les petites choses, la chaleur du soleil sur ma peau, le chant des oiseaux au matin, la saveur d'un bon café. Des choses si simples, si quotidiennes, que j'avais oublié de voir, de goûter, d'entendre. J'ai dû affronter la colère, la tristesse, la culpabilité, la honte, les laissant me traverser sans me détruire, comme un grand vent qui souffle mais ne brise pas l'arbre aux racines profondes. Je me suis réapproprié ma solitude, la transformant, non plus en une prison, mais en un espace de réflexion, de reconstruction. J'ai relu des livres, revu de vieux films, recommencé à peindre, à écrire, ces passions que j'avais mises de côté pour une vie de couple qui n'était plus. Cette histoire, ma propre histoire, a gravé en moi une leçon universelle sur la fragilité de la confiance et la puissance dévastatrice de la trahison. J'ai compris que même les âmes les plus fortes peuvent être brisées, que le cœur humain, malgré sa capacité à aimer avec une intensité infinie, est aussi terriblement vulnérable. La confiance, c'est une cathédrale de verre, bâtie avec des années de patience, d'efforts, de sacrifices, et qu'un seul geste, une seule danse insouciante, peut réduire en poussière. Elle se reconstruit, oui, mais les cicatrices restent, des lignes fines mais indélébiles, témoins silencieux de ce qui fut. Et toi, spectateur, connais-tu ce sentiment? As-tu déjà été confronté à cette fracture qui te force à reconsidérer tout ce que tu croyais savoir sur l'amour, sur l'engagement, sur l'autre? Cette histoire aurait pu arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Il suffit d'un instant, d'une danse, d'un regard, pour que tout bascule, pour que le vernis d'une vie bien ordonnée se fissure et révèle les abîmes cachés. Elle n'est pas l'histoire d'une exception, mais le reflet, peut-être, de nos propres vulnérabilités, de nos peurs intimes, de cette quête de sens que nous menons tous, parfois maladroitement, parfois aveuglément. Elle est là pour nous rappeler que l'amour est un jardin qui demande une attention constante, une communication honnête, et que l'ignorance des petits signes, le silence des non-dits, peut faire éclore les plus amers des trahisons. Si mon récit a résonné en toi, si tu as reconnu une parcelle de ton propre vécu ou de tes propres questionnements dans ces mots, je t'invite à le partager. Laisse un commentaire ci-dessous, raconte-moi ton histoire, tes réflexions. N'hésite pas à partager cette vidéo avec ceux qui, comme moi, ont traversé des épreuves similaires, ou ceux qui ont besoin d'entendre que la force de se relever existe, même dans les plus sombres des nuits. Et si tu souhaites continuer à explorer ces récits de vie, ces fragments d'humanité, abonne-toi à ma chaîne. Ensemble, nous pourrons peut-être, chacun à notre échelle, allumer une petite lumière dans l'obscurité, et rappeler que même après la chute, l'aube finit toujours par se lever, une aube solitaire peut-être, mais une aube nouvelle, porteuse d'un espoir fragile, mais bien réel.